Nous avons vu au cours précédent comment l'une des références majeures de la littérature chinoise, le chant des regrets éternels ou des non-regrets, le Chogongka de Po Chuyi, Hakurakuten, comme il est plus souvent appelé en japonais, un long poème de 120 vers qui est quasiment l'équivalent de l'Iliade pour la poésie chinoise, est composé en 806. Donc, on a vu combien la lettre et l'esprit de ce poème imprègnent en profondeur le roman du Genji. Et nous avons vu aussi comment la seconde partie de ce poème, qui est la plus originale et la plus singulière pour le lecteur moderne, avait été neutralisée dans le roman de Genji. C'est-à-dire cette partie où est décrit le voyage à l'autre monde qu'effectue un taoïste thaumaturge, un doushi, en sino-japonais, et traduit par Maboroshi dans le poème que je vous ai cité, pour y rencontrer l'âme de la belle favorite Yang Guifei, celle qui a détruit l'Empire et qui fut sacrifiée par l'empereur à la vindicte de sa soldatesque. Nous avons aussi vu comment la précision chronologique, bien que factice, c'est pas l'époque des Han, apportée par le poète chinois, était transformée par notre romancière en une évocation volontairement floue d'une certaine époque royale, Izure no Toki Nika, c'est dans les premiers mots du Genji, avec une forme grammaticale propre aux faits rapportés, deux traits qui rapprochaient ce début plutôt des commencements du Sutra du Lotus. Ainsi l'ai-je entendu en un certain temps. Ces deux traits, à eux seuls, seraient sans doute fort peu de choses, mais ils sont le prélude à des éléments narratifs qui doivent nous amener à penser que la neutralisation des éléments taoïstes ne s'est pas faite par défiance à l'égard des éléments pas trop religieux faisant irruption dans l'histoire, mais bien parce que l'auteur, Murasaki Shikibu, avait une autre dimension religieuse à l'esprit. Cette dimension, on s'en doute, c'est le bouddhisme. Il y a en particulier deux éléments narratifs insérés dans ce premier chapitre qui ne peuvent laisser indifférent quiconque est un tant soit peu frotté de littérature bouddhique, canonique ou non. Il s'agit d'une part de la mort de la mère du héros, Kiritsubo no Koi, et d'autre part de l'épisode du devin coréen. J'ajoute que les deux chercheurs japonais que je vous ai cités la dernière fois, en particulier M. Takagi Sokan, ont relevé ces similitudes, mais leur approche n'est pas du tout la même que la mienne, donc j'irai selon mon cap, si j'ose dire. Le rôle des deux épisodes, donc la mort de la mère, ça fait une allitération un peu agréable, et le devin coréen n'ont pas du tout la même importance dans le roman, surtout comparé à leur place dans la littérature bouddhique. Mais l'analogie est trop manifeste pour être attribuée au hasard. L'on devra cependant, avant d'aborder ces deux épisodes, un détour comme d'habitude, j'en suis désolé, se demander quel accès direct Murasaki Shikibu aurait pu avoir aux sources bouddhiques que ce rapprochement présume. Bien entendu, une telle question ne se pose que si l'on cède aux préjugés selon lesquels les femmes de l'époque Heian, aussi lettrées eussent-elles été, n'auraient pas eu d'accès direct à la haute culture d'expression chinoise. Nous avons vu que cela ne pouvait avoir été le cas de Murasaki Shikibu, comme de beaucoup d'autres dames de l'époque d'ailleurs. Mais jusqu'où aurait-elle pu pousser ces lectures? Il est probable que la somme de contemplation, le Makashikan, le texte chinois du VIe siècle dont je vous ai souvent parlé, ne lui est pas resté étranger, si nous tenons compte de sa vaste diffusion dans la bonne société, et ainsi que le montrent les allusions poétiques à ce sujet parsemées dans toute la littérature de Heian. Il serait en ce cas encore moins étonnant qu'elle ait eu connaissance des éléments marquants de la vie du Bouddha qui étaient véhiculés dans la littérature de prédication. Nous avons d'autre part la chance de posséder un ouvrage qui rassure pleinement sur les informations dont pouvaient disposer tous les Japonais de l'époque à propos de la biographie du Bouddha. Il s'agit de l'encyclopédie narrative intitulée en français, depuis la magistrale sélection qu'en traduisit autrefois Bernard Franck, les histoires qui sont maintenant du passé. Il s'agit donc du
Konjaku Monogatari Shu, n'est-ce pas, dont une sélection avait été traduite par Bernard Frank sous le titre de Histoires qui sont maintenant du passé. Cette encyclopédie narrative dont on ignore la date exacte de rédaction, il y a un flou ici, mais qui remonte sans doute dans la forme que nous avons maintenant au XIIe siècle, la seconde moitié du XIIe siècle. Elle serait donc postérieure d'un siècle à la romancière. Mais sa structure tripartite même, qui rassemble des épisodes pris aux sources indiennes d'abord, n'est-ce pas, Tenjiku, ensuite chinoises, puis japonaises, et les japonaises sont divisées en bouddhisme et vie quotidienne ou vie de la cour. Cette structure donc fait que les épisodes concernant l'Inde appartiennent aux pages les plus connues de la géographie bouddhique, tout particulièrement pour ce qui concerne la vie du Bouddha. Il est légitime de penser que ce qui concerne cette vie appartient aux plus anciennes strates du texte, qui, comme toute compilation religieuse de l'époque, a été élaborée à partir de textes chinois connus et largement propagés, en particulier par la prédication, telle qu'elle était pratiquée lors des cérémonies bouddhiques auxquelles nous avons déjà fait allusion. Mais vous verrez qu'il y a peut-être aussi d'autres choses. C'est précisément sur la vie terrestre du Bouddha Shakyamuni que s'ouvre la partie indienne, Tenjiku, donc du Konjaku, dont les 5 livres sont consacrés au Bouddha, la partie indienne, à ses enseignements et à ses vies antérieures. C'est vraiment assez détaillé. Il y avait bien sûr des antécédents à ce genre de littérature bouddhique en langue japonaise, comme le fameux Samboe Kotoba, ou narration sur les illustrations des 3 joyaux, qui n'aborde pas la vie du Bouddha, mais la pratique des grandes vertus, et qui date du Xe siècle. Toujours est-il que le Konjaku nous offre amplement de quoi estimer que les éléments auxquels fait allusion Murasaki Shikibu dans ce prologue, même si elle les connaissait de sources plus savantes, ce qui est probable, comme je vous le montrerai, étaient reconnaissables pour la plupart de ses lecteurs. Les commentateurs s'accordent par ailleurs à estimer que la source du Konjaku était un sutra assez lu en raison de la simplicité de son texte et du sujet qu'il traite, puisqu'il s'agit essentiellement de la vie du Bouddha. C'est le titre que je donne ici, le Sutra des causes passées et des effets présents, Kako Genzai Inga Kyo, traduit du sanskrit autour de l'an 400 par un traducteur qui s'appelle Gunabhadra en sanskrit, et qui était un texte largement répandu dans le Japon de l'époque de Heian, puisque nous en avons même une version illustrée qui a été conservée, au moins en partie. Nous n'aurions pas a priori besoin de penser que Murasaki Shikibu soit allé jusqu'à consulter ce sutra. Elle en aurait été sans doute capable, et je pense qu'elle l'a fait, comme je vous le montrerai. Mais encore une fois, l'important pour nous est de constater que son propos ne pouvait rester caché à ses lecteurs et qu'il comprenait tout autant que nous ce à quoi elle faisait allusion. Enfin, autant que nous, c'est-à-dire qu'on le lit de ce point de vue. Maintenant, beaucoup de gens, je vous dis, n'ont pas remarqué ces convergences. Voyons d'abord l'épisode des mères, celle du Bouddha d'une part et celle du Genji de l'autre, qui meurent l'une et l'autre après la naissance du héros, mais dans des circonstances fort différentes. Comme on sait, la mère de celui qui deviendra le Bouddha Shakyamuni, qui est appelée Mayabunin en sino-japonais, elle apparaît à la 2e ligne de la première citation. Alors, la mère de celui qui deviendra le Bouddha Shakyamuni, Mayabunin, n'a aucunement le destin tragique de Kiritsubo no Koi, du moins dans la première partie. Elle est épouse du roi Jobon, n'est-ce pas, Jobon no, qui doit être quelque part dans le texte, Kiyoi Meshi. Non, il est appelé ici d'un autre. Enfin, ça n'a pas tellement d'importance. Le roi Jobon no, Shudodana en sanskrit, enfin ces noms sanskrit n'apportent pas grand-chose à notre propos, simplement qu'ils sont traduits de façon différente en sino-japonais. Alors il faut chercher sous les traductions différentes en sino-japonais le terme sanskrit commun qui y est. Donc elle est l'épouse du roi Jobon no, n'est-ce pas, le roi
riz pur, littéralement, mets pur, mets M-E-S-T-S, n'est-ce pas? Et Mayabunnin vit dans le monde enchanté du palais royal, dans la cité-État de Kapilavastu, n'est-ce pas? Kabila-Eikoku, Kabila-jo en japonais, en sino-japonais, et qui est appelé Kabila-jo dans le Konjaku Monogatari. Ce qui la met malgré tout en parallèle avec la mère du Genji, qui est traitée comme une épouse impériale, à son détriment, comme on le sait, et pour le plus grand dame de ses rivales, au palais de la capitale de l'Empire. Ce sont des analogies, vous me direz, ça se trouve dans beaucoup d'histoires. Mais il n'est pas fait allusion à une quelconque persécution de la mère du futur Bouddha, donc Gautama, n'est-ce pas, Siddhartha Gautama, alors que c'est l'envie et la haine qui hâtent la mort de Kiritsubo no Koi. Leurs morts sont fort différentes. Mayabunnin disparaît 7 jours. Je vous résume tout ce qui est ici. Mayabunnin disparaît 7 jours après la naissance de son fils, dans la tristesse générale. Et le petit enfant est confié à l'une de ses 8 sœurs. Mais nous sommes assurés qu'elle renaît au ciel des dieux 33, c'est-à-dire le plus haut ciel de notre monde tripartite, n'est-ce pas? Inutile de revenir sur les innombrables miracles qui accompagnent sa naissance, depuis son entrée, de l'entrée du futur Bouddha, donc dans la matrice de sa mère, sous forme de songe, n'est-ce pas, avec l'éléphant à 6 défenses, etc., etc. Tout cela est bien connu. Rien de tout cela pour le Genji. Sa mère meurt quand il a 3 ans, et il est dit qu'à ses funérailles, il est trop jeune pour comprendre le malheur qui le frappe. Il est confié à sa grand-mère maternelle, de même que le futur Bouddha est confié à l'une de ses tantes, Mahaprajnapti. Et elle meurt à son tour quand l'enfant a 6 ans, et là, il ressent la douleur de la perte. Je ne reviens pas dessus, évidemment, on pourrait dire que ça ressemble aux 4 rencontres du Bouddha, vous savez, mais là je ne pense pas qu'il faille aller jusque-là. En tout cas, il est nullement dans les intentions de Murasaki Shikibu de faire de la géographie. Nous pourrions même dire que c'est au cœur de son choix de narration. C'est parce qu'elle décrit un être exceptionnellement doué de toutes les grâces et de tous les talents, mais pleinement, misérablement humain, que son roman peut se dérouler comme l'histoire d'un éveillé pitoyable, d'un Furyū Bosatsu, comme je vous l'ai dit, un Bouddha libertin, qui n'aurait jamais su, sinon vaincre, du moins brider ses passions et ses attachements. Il ne pouvait donc être question du cortège de miracles qui accompagne chaque étape de la vie du Bouddha. Donc, pas question pour la Kiritsubo no Koi d'aller au ciel des bienheureux. Et remarquions que s'il y avait eu quelque chose comme ça, cela aurait fait penser évidemment à l'apothéose de Yang Kuei-fei dans le poème de Hakodakuten. Nous avons vu que Murasaki Shikibu fait vraiment l'impasse dessus. Nous ne pouvons donc que nous interroger avec inquiétude sur le sort posthume de la favorite de l'empereur de Kiritsubo no Koi. On pourra malgré tout garder à l'esprit ces similitudes qui n'ont pu que parler à l'imagination des lecteurs. Fils de roi ou d'empereur, de reine ou de quasi-impératrice, muni de tous les talents, admiré de tous pour sa beauté, la maîtrise des arts dont il fera bientôt la démonstration, et c'est vrai que la vie du Bouddha comme du Genji le montre passé maître dans tous les arts de l'époque, y compris le tir à l'arc. D'ailleurs, là aussi, c'est une analogie qu'on pourrait faire. Orphelin très tôt de sa mère, etc. On pourrait certes objecter que les 2 biographies participent plutôt d'archétypes narratifs obligés, mais si l'on se réfère comme tiers à comparer à la biographie d'un autre personnage célèbre du Japon qui aurait toute raison de servir de modèle à celle du Genji, le prince impérial Shotoku, et vous savez qu'on a parfois comparé aussi Genji à Shotoku, et des comparaisons qui sont aidées par la romancière elle-même. Je ne sais pas si j'y fais allusion ici, mais il y a certains passages où on voit un lien qui est fait entre le prince Genji et le prince Shotoku. Mais on voit que dans la biographie donc, légendaire du prince Shotoku, qui est mort en 622, je le répète, enfin, tout le monde le connaît, je suppose, mais qui est le parangon il n'a pas été empereur à proprement parler, mais c'est le parangon des souverains bouddhiques au Japon. Sa place dans
dans l'union de la pensée politique japonaise et de l'idéologie bouddhique est centrale, comme on l'a vu il y a 3 ans lorsque nous avons travaillé sur Jien, n'est-ce pas? Vous vous souvenez que le Gukansho, l'essai sur l'histoire de Jien, est entièrement axé sur ce double axe. Et on voit que certains des éléments sont présents dans la biographie de Shotoku, le devin, la lumière est très importante, nous y reviendrons, et d'autres non, comme la mort de la mère. Ce qui montre qu'il n'y a pas de création spontanée, mais que ce sont des grilles hagiographiques précises qui sont suivies. Il y a aussi une différence majeure avec le prince Shotoku. Ce dernier prophétise, pour ainsi dire, ou exerce sa divination sur lui-même. Il explique aux gens ses vies antérieures, notamment qu'il est la réincarnation d'un maître important du Tiantai, d'ailleurs, du chinois. Rien de tout ça ici. Mais nous voyons aussi que l'un des éléments les plus troublants dans la comparaison de ces 3 hagiographies, pour le Genji, ce n'est pas une hagiographie, mais il y a des éléments hagiographiques, c'est précisément l'intervention d'un devin. Voici comment cette intervention est présentée dans le Genji. Konokoro. Alors on peut lire ici, on pourrait lire le plus facilement Koma, pas Koraijin bien sûr, mais Komabito ou bien Komodo, n'est-ce pas? No Maereru Nakani, Uchini. Alors, vers cette époque, étaient venus des gens de Koré, donc du royaume de Koma, l'un des royaumes précédents Shidagi, parmi lesquels se trouvait, ainsi que l'empereur l'avait appris, un devin. Alors le titre c'est le terme technique, c'est Sonin, n'est-ce pas? Littéralement, qui apparaît à la 2e ligne, le premier composé chinois de la 2e ligne. Sonin, c'est quelqu'un qui sait lire les marques, les traits caractéristiques du visage et du corps qui non pas prédisent, mais annoncent l'avenir. C'est une science objective, si vous voulez. Il n'y a pas de surnaturel dedans en Extrême-Orient. C'est-à-dire, ce sont des marques que tout le monde peut connaître et que les experts savent interpréter parce que la vie de la personne est inscrite en quelque sorte sur son corps. Donc, je traduis devin par expédient, si vous voulez, mais c'est en réalité un expert de la physiognomonie. La plupart des traducteurs, de René Siffert aux traducteurs anglo-saxons, traduisent par physiognomoniste ou physionomiste à l'anglo-saxonne, n'est-ce pas? Donc un devin, un physiognomoniste averti, Kashikoki. L'inviter au palais était impossible, je rajoute impossible, en raison d'un interdit de l'empereur Uda. Uda no Mikado, Udate no Onmashime Areba. Aussi l'empereur envoya-t-il le prince dans le plus grand secret au palais des délégués étrangers. Le Korokan, donc, qui est l'équivalent du Geihinkan, n'est-ce pas, où descendaient les membres de légations étrangères et qui étaient hors du palais. C'est un détail important, vous allez voir. Il était conduit par le grand référendaire de la droite, je prends c'est ainsi que le traduit René Siffert et ça me va très bien. Il était conduit par le grand référendaire de la droite qui veillait sur lui et le fit passer pour son propre fils. Donc ce n'est pas en tant que fils d'empereur qu'il va être soumis à l'expertise, ce qui va provoquer justement des ambiguïtés, mais c'est en tant que fils d'un grand ministre. Et le devin, d'ailleurs, vous voyez, Odorokite, dans sa perplexité, Amatatabi, c'est pas Kubioka, on dirait en japonais moderne, on dirait Kubioka Shigete, n'est-ce pas, Katabuki Ayashibu. Alors je traduis de façon un peu respectueuse, mais se gratta la tête à maintes reprises. L'intervention d'un spécialiste de la physiognomonie, que la traduction par devin transforme par trop en professionnel du surnaturel, n'a rien d'incongru dans un roman réaliste. L'examen des traits physiques, pour en tirer des conclusions sur la destinée d'un homme, se veut fondé sur une science rigoureuse et aussi sur l'expérience.
Ce serait tout au plus l'équivalent d'un test de compétence dans la société qui est la nôtre. L'expert en tire donc des orientations de carrière. Si je le vois comme quelqu'un qui a les marques de qui deviendra le père du royaume, kunin no oya to narite, teo mikado no uenaki kurai ni noboru beki so oboshimashima shitono, voilà, il présente ces traits-là. Alors, et donc, comme quelqu'un qui deviendra le père du royaume et accédera au rang suprême d'empereur, il se produira les malheurs qui se produisent à partir des troubles politiques. Midare urioru koto ya aram. Midare, c'est vraiment le trouble social, le désordre politique. Mais si je le vois comme protecteur de la cour et auxiliaire de l'empire, l'autre possibilité, les marques indiquent quelque chose de différent. Mata sono so chigau beshi, tagau beshi. Il serait mieux donc en auxiliaire de l'empire, en ministre, en non-empereur, en non-prince du sang, mais en même temps c'est contradictoire avec ce que je vois. Évidemment, l'expert analyse rigoureusement les signes et il voit bien que tous les signes sont des signes royaux. Le devin, en bon devin, est ambigu. Mais son ambiguïté repose sur une réelle perplexité, puisque l'enfant qu'on lui présente, qui a à présent 6 ou 7 ans, n'est pas conforme à son identité de camouflage. Une chose est certaine, il a toutes les marques pour accéder à l'état suprême sous le ciel, et donc pour succéder à l'empereur son père, ce qu'ignore le physiognomoniste. Mais attirerait alors le malheur sur l'empire. Il pourrait être en dessous, un sage ministre, mais cela n'est pas conforme à sa physionomie royale. Cette perplexité de l'expert n'est pas celle de l'empereur, qui comprend bien le message. Le Genji ne doit pas pouvoir prétendre au trône. Ce serait appeler sur lui trop de haine et de rivalité. Mais s'il était d'une condition qui ne répond pas aux marques excellentes qu'il manifeste, s'il n'était pas de sang royal, de lignage plutôt royal, le lignage peut se changer, il pourrait être un pilier du royaume. L'empereur, en bon empirique, fait appliquer en plus de la science physionomique coréenne et chinoise, donc la physiognomonie japonaise. Je ne sais pas si je vous l'ai mis ici, non. Je l'ai mis peut-être un peu plus. Ce qui est appelé dans le Genji Monogatari Yamato-so. J'y reviendrai dans un instant. Après avoir fait la physiognomonie continentale, en quelque sorte, celle qui est à la mode et la technique de pointe, il lui a aussi, par ailleurs, ce n'est pas précisé, il semble que l'empereur ait fait appel par ailleurs à des devins japonais, Yamato-so. Et d'ailleurs, il utilise aussi l'astrologie bouddhique, Tsukuyo, et pour voir ce pronostic confirmé. Et il décide en conséquence, la mort dans l'âme, de réduire le jeune prince à l'état de noble, le déclassant de la lignée royale. Il devient donc un Genji, n'est-ce pas, quelqu'un qui appartient au clan des Minamoto, l'un des 4 grands clans des Minamoto, dont on a vu que l'une des sources, Minamoto veut dire la source, la source. Alors, ça, c'est souvent compris dans le sens que c'est un clan qui crée une lignée, sa propre lignée noble, mais il faut voir aussi que Gen, c'est la source. La source devient, comme le dit le proverbe chinois, n'est-ce pas, quand vous buvez de l'eau, il faut penser à la source. La source de la source des Minamoto, c'est la lignée impériale. Donc Minamoto veut dire certainement qui est à l'origine, mais n'importe quel clan a une origine. Ça veut dire surtout que c'est un clan qui a une origine impériale. Enfin bon, ce sont des choses, des détails qui étaient importants pour le Japon de l'époque. Or, si nous nous reportons au tout début du Konjaku Monogatari Shu, n'est-ce pas? Je vous résume tout cela. Oui, un petit détail, enfin, ça ne concerne que les japonisants. Si vous dites Konjaku Monogatari au Japon, maintenant, tout le monde vous corrigera, enfin tous les experts, les Sōnin, vous corrigeront en disant il faut dire Konjaku Monogatari Shu. Bon, je n'insiste pas sur... bon, dites-le pour montrer que vous êtes au courant, mais autrefois, dans les sources anciennes, il était très souvent appelé Konjaku Monogatari.
Donc vous pouvez passer aussi pour un traditionnaliste. Mais la mode actuelle est de dire Konjaku Monogatari Shu, c'est-à-dire le recueil des contes qui composent le Konjaku Monogatari. C'est une petite... c'est à cause de la structure du texte lui-même. Enfin, je n'ai pas entré dans ces détails. Donc, si nous nous rapportons au début du Konjaku Monogatari, nous trouvons un épisode de divination dont les analogies avec ce début du Genji sont fort troublantes et nous invitent, nous aussi, à nous gratter la tête à maintes reprises. Après le songe de la reine Maya, Maya Bunin, le roi Mépur, Jobon ou Johon, n'est-ce pas, invite, lui, un brahman à venir expliquer tout cela. Zenso Balamon, vous voyez, Balamon c'est le brahman, Zenso, So Yokusu, quelqu'un qui maîtrise bien la technique de la physiognomonie. Et voici ce que dit le brahman, dûment régalé par le roi. L'enfant à naître a toutes les marques de la sublime excellence. C'est Modomodo no Yoku. C'est la quatrième et cinquième ligne, n'est-ce pas? Modomodo no Yoku Taenaru So Owashimasu. Il a toutes les marques de la sublime Myo, c'est l'épithète aussi du Sutra du Lotus. Hein, vous voyez toutes les relations textuelles dans ces termes. Je ne peux les exposer en détail, mais on dirait seulement l'essentiel à votre majesté. Il illustrera le clan des Shakyas et à sa naissance émettra une grande lumière. Oini ou Okini, on peut dire aussi Okini Komyo Hanatam. Une grande lumière. Encore une fois, c'est important, vous voyez pourquoi. Et vous voyez que le terme qui est ici, Komyo, Komyo pour la lumière, donc Hikari Akiraka, va être repris après en Hikari aussi, tout court. Révéré de Brahma et d'Indra, ainsi que des autres dieux, il manifeste en effet les marques auspicieuses de la réalisation assurée de l'état de Bouddha. S'il n'entre pas dans la vie religieuse, le dilemme, vous voyez, il y a un dilemme aussi. S'il n'entre pas dans la vie religieuse, il deviendra saint roi universel. C'est l'avant-dernière ligne. Tenrin Shō, c'est en caractère simplifié, j'en suis désolé, mais je n'ai pas eu le temps de les changer. Tenrin Shō Toshite. Il deviendra souverain universel et emplira de joyaux, du joyau donc de sa sagesse et de son bon gouvernement, les 4 parties du monde. Il aura 1000 fils. Bon. Le Konjaku insiste beaucoup sur l'émission de lumière. Il s'agit ici du premier récit. Dans le second, comme souvent dans ces sommes narratives, il y a des doublons, n'est-ce pas? Dans le second, où c'est le même, enfin, il y a une prophétie avant la naissance et une prophétie après la naissance. Donc, dans le second récit qui décrit la naissance et où la prophétie est répétée toujours à partir des marques corporelles, les sceaux, il est bien dit qu'à sa naissance, l'enfant émet une grande lumière. Okini Shikari, cette fois Shikari wo Hanachitamo. Dans les 2 textes, donc le Konjaku et le Genji, le jeune enfant est appelé Miko, prince, ce qui accentue la ressemblance entre les 2 épisodes. Et évidemment, nous nous souvenons des derniers mots du chapitre de Kiritsubo. Nous nous souvenons du dernier mot du chapitre Kiritsubo. Il est rapporté que l'appellation de Radio-Seigneur, Hikarukimi, lui aurait été décernée sous le coup de l'admiration par l'homme de Corée. Vous voyez, Komabito no medekikoete tsuketate matsuri keru tozo. Alors, le rapport entre le devin et l'appellation de lumineux est fait aussi dans le Genji. C'est encore un rapport entre les deux textes. C'est-à-dire que l'aspect lumineux de la naissance du Bouddha est expressément répété avec force par Murasaki Shikibu dans la toute dernière ligne du chapitre, comme attribué au devin coréen, de même que le brahman physiognomoniste avait affirmé lui aussi l'éclat du prince. A-t-on bien pris garde, qui plus est, que l'expression même de Murasaki Shikibu,
state alutonam, n'est-ce pas? Je crois qu'il n'est pas ici. Bon, de toute façon, je vais vous la donner. Donc, ce id state alutonam est pratiquement identique à celle qui conclut chaque récit du Konjaku. En tout cas, dans ses premières parties, chaque récit est conclu sur la formule tonam katalit state alutoya. Katalit state alutoya. Le plus sceptique ne peut que céder sous cette avalanche de similarité. Notre romancière a bel et bien cet épisode en tête. Il y a plus, cependant. Et bien que nous ayons dit qu'il n'était pas nécessaire de supposer une connaissance directe du sutra des causes et effets, il y a pourtant au moins un élément ici encore, une rencontre troublante, qui donne à réfléchir. Comme chacun peut le remarquer, il y a une différence majeure entre le physiognomoniste coréen qui annonce l'avenir du prince qu'il qualifiera lui-même de radieux et le brahman qui annonce l'avenir lumineux du futur Bouddha. C'est le caractère étranger, adventiste de l'un des deux, souligné par le fait qu'il ne puisse pénétrer dans le palais. En tant que membre d'une délégation coréenne, donc étranger, il ne peut entrer dans le palais même. Or, ce que j'appellerais l'oblitération de l'origine alien du devin est une particularité du Konjaku Monogatari. C'est dans le Konjaku qu'on trouve ça. Le texte dont on admet généralement qu'il est la source de ce dernier, le Sutra des causes passées et des effets présents, est en effet beaucoup plus précis et nous donne les éléments de l'identité traditionnelle bien connue par ailleurs. C'est vraiment un trait général de la littérature indienne sur le Bouddha, n'est-ce pas? Donc qui nous donne l'identité de ce devin, qui est connu sous le nom traditionnel de l'ermite Asita, dont je vous donne en sino-japonais Ashida Sennin ou bien Ashisen. Et remarquez que l'ermite est traduit ici, c'est Rishi en sanskrit, et c'est traduit en sino-japonais par Sennin, c'est-à-dire l'immortel taoïste même à l'origine. C'est en effet lui qui valide par son examen du corps de l'enfant son statut exceptionnel. Muni des 32 marques principales et des 80 marques secondaires, n'est-ce pas, Sanjuniko Hachijuso, ou Sanjunigo Hachijuso, détaillé par le menu du sutra, alors que le Konjaku, on l'a vu, en fait habilement le résumé en disant « je n'entrerai pas dans les détails », il fait bien, le sutra nous donne toute la liste, n'est-ce pas? Et il lui livre son verdict, il deviendra souverain du monde ou bien éveillé correct. C'est résumé dans cet échange que je vous donne au deuxième paragraphe, et il demanda à l'ermite vénérable, alors que faites-vous comme prédiction? Et il y a deux sortes de prédictions. Vous voyez, c'est très télégraphique comme style. D'une part, il deviendra roi. D'autre part, en second, il deviendra éveillé, c'est-à-dire Bouddha. Et pourquoi cela, n'est-ce pas? Pourquoi dis-je cela? Et ensuite, voilà. Alors que le Konjaku peut donner l'impression que l'ermite brahman est à portée de main, puisqu'il n'est pas précisé, on a l'impression que c'est quelqu'un de la cour du roi père, n'est-ce pas? Dans le sutra, il est situé dans le lointain. Il vit dans les montagnes de l'encens ou le montagne, enfin on traduit souvent par montagne de l'encens, mais c'est aussi la montagne des parfums, n'est-ce pas, qui est qu'on appelle, en sanskrit c'est Gandha Madana. Vous le voyez, c'est la deuxième, dans la troisième citation, ce sont les deux premiers caractères de la deuxième ligne. Donc, vous voyez, à ce moment, le roi pure nourriture, vous voyez qu'ici le terme est un peu changé, c'est Hakujo, pense en son cœur, réfléchit en son cœur. Il y a l'ermite Ashida qui vit dans la montagne des parfums, dans un endroit dangereux et escarpé, où les gens ne peuvent aller. Je vais donc l'inviter à venir ici.
Et lorsque le roi eut cette idée, l'immortel Ashita, qui est bien sûr a des pouvoirs, non seulement il a des pouvoirs, l'expertise, mais lui il a des pouvoirs surnaturels, n'est-ce pas, enfin des pouvoirs non humains, prend conscience, perçoit l'intention du roi, et il voit tous les bons signes auspicieux, n'est-ce pas, Kizui no So, et il comprend que c'est un bodhisattva, un bodhisattva qui va prendre naissance, et grâce à ses pouvoirs surnaturels, dernier mot de la dernière ligne, Jinzu Riki, grâce à ses pouvoirs surnaturels, il chevauche le vide, n'est-ce pas, il chevauche le vide et vient voir le vin, il chevauche l'espace. Il se rend donc en volant comme un super-héros vers Kapilavastu. Donc, il est quelque part dans l'Himalaya, donc c'est une région, le Gandhamadana est parfois identifié avec le Kailash, n'est-ce pas, le Kailasa, près du lac Mansarovar, c'est-à-dire le lac Anavatapta, enfin, ce sont des termes connus de la mythologie bouddhique. N'entrons pas non plus, nous, dans les détails, bien que la ville de Kapilavastu soit dans l'actuel Népal, ce n'est pas la porte à côté, là où est l'ermite. Et c'est grâce à ses pouvoirs surnaturels que le Sennin se rend au palais. Or, toujours dans ce sutra, le sutra donc Kako Genzai Ingakyo, survient un épisode intéressant en ce qu'il rappelle étrangement la remarque de Murasaki Shikibu. Un épisode certes de peu d'importance, dont on comprend qu'il ait pu être supprimé dans le Konjaku. L'ermite reste à la porte du palais, refusant d'entrer. C'est au premier. Vous voyez que je vous traduis la première ligne. L'immortel Ashida en japonais, chevauchant l'espace, Koku ni norite, n'est-ce pas, Kitareri arrive, et on pourrait même Imashi, pour l'instant, Mongai ni Ari. Il reste à l'extérieur de la porte, littéralement, il reste à l'extérieur du palais. Le roi, apprenant avec joie sa venue, vient à sa rencontre et lui demande si c'est parce que le portier ne l'a pas laissé entrer qu'il est resté à la porte du palais. Je vous résume tout ça. Que nenni, répond le rishi. Il n'a pas été arrêté, mais il convenait qu'il parle d'abord au souverain. Donc il s'arrête. Il y a un épisode où le devin n'entre pas dans le palais, mais veut d'abord parler au souverain. Et les deux entrent alors au palais. On voit ainsi que par-dessus le Konjaku Monogatari, donc, Murasaki Shikibu rétablit deux détails narratifs importants, le caractère alien du voyant et l'épisode de la non-entrée au palais qui rapproche davantage encore l'épisode du physiognomoniste de la description canonique de la naissance du Bouddha. Dans un cas comme dans l'autre, l'annonce du devin n'est pas bien accueillie, le roi Shuddhodana en conçoit de la tristesse et ne veut pas que le prince entre en religion. Et l'empereur, lui, malgré ses réticences, il dit, l'empereur donc Kiritsubo dit Tadabito niwa ito atarashi keredomo, n'est-ce pas, en faire un homme ordinaire, Tadabito, il devient de prince de sang, il devient un homme normal, comme aurait dit un président, ordinaire, et c'est tout à fait regrettable. Mais il doit le réduire à l'état de sujet pour son propre bien et celui de l'Empire. La relation entre les deux textes paraît peu discutable. Murasaki Shikibu a certainement pris comme lointain modèle la biographie du Bouddha pour évoquer certains événements qui entourent les débuts dans la vie du prince radieux. Si ces éléments apparaissent comme évidents pour peu qu'on les considère dans leur simple utilisation, la question de savoir pourquoi la romancière a cru bon de référer le lecteur à de tels précédents, cette question est beaucoup plus délicate. Tout d'abord, une constatation s'impose. La neutralisation de l'élément taoïste de Pochuyi, malgré l'appellation d'immortel, n'est-ce pas, de Ashida, s'explique par ce saut dans le bouddhisme, qui aurait été impossible en évoquant les scènes du chant de l'éternel regret. Le reste est beaucoup plus intrigant. Nous voyons que les deux prophéties, entre guillemets, sont en quelque sorte antagonistes. Le prince Gautama est appelé à être souverain du monde, Tennin Shō, ou éveillé, Shokaku. Pour le roi son père, le dilemme ne se pose pas. Seul le statut de souverain de l'orbe, n'est-ce pas, souverain du monde, l'orbe, le disque terrestre, est digne de ses aspirations. Être Bouddha,
quitter la maison, abandonner son statut royal, ne peut être qu'un pis-aller, une déchéance. Pour le Miko, le jeune prince royal qu'est le Genji, il en va tout différemment. Il a toutes les marques, c'est le même terme, n'est-ce pas? So, les marques du Bouddha et les marques du Genji, c'est le même terme. Mais le règne qu'il attendait aurait été une période de désordre, midare, alors qu'il pourrait être utile à l'État en tant que sujet. Mais l'expert coréen voit bien la contradiction qui existe entre cette possibilité et les marques objectives d'un enfant, qui le destinent à bien plus. Et alors que le roi indien va tout faire pour que son fils ne quitte pas la maison, le souverain japonais, lui, certes la mort dans l'âme, mais pour le bien de l'enfant et aussi de l'État, lui fait quitter la maison royale, la maison impériale à laquelle il appartenait, pour en faire un Genji. Le jeu de Murasaki Shikibu avec les concepts bouddhiques est extraordinairement subtil, mais s'accorde parfaitement avec ce que nous découvrons, de cours en cours, de la structure profonde du roman, entièrement soutenue par une conception bouddhique du parcours de la vie, Michi, vous vous souvenez, les deux poèmes du début et de la fin, mais un parcours à rebours. Dès le début, ce prince muni de toutes les marques du grand homme, un terme sanskrit Mahapurusha, qui est traduit par Daijobu en japonais, que vous connaissez tous. Daijobu, qui est l'un des mots les plus courants de la langue japonaise, est un terme sanskrit, un terme d'origine sanskrite qui signifie Mahapurusha, n'est-ce pas, le grand homme, c'est-à-dire le bodhisattva ou le Bouddha. Donc ce grand homme se voit engagé sur un parcours dangereux, inverse de celui qui est annoncé par les mêmes circonstances dans les textes canoniques. Nous pensons ainsi avoir démontré non seulement la tonalité bouddhique de ce premier chapitre du Genji Monogatari, mais la façon dont il s'inscrit bien comme le début d'une voie, d'un parcours de non-délivrance, d'errance d'un grand homme abandonné aux passions. Avant d'en revenir au chapitre 5 le Waka Murasaki, n'est-ce pas, du Genji, il nous faut malgré tout souligner un détail important, sur lequel nous ne pourrons malheureusement pas nous appesantir ni lui donner toute la place qu'il mérite, malgré son caractère essentiel pour mesurer la place du roman dans la culture japonaise. Ce trait, c'est la symétrie constante qu'il entend établir entre les choses de la Chine et les choses du Japon. C'est la logique de ce que j'appelle le Wa-kan, n'est-ce pas? Yamato, Japon, Kan, la Chine, le Kan de Kanji. Nous avons vu comment elle s'exprime par les poèmes chinois et japonais que l'empereur, mélancolique après la mort de sa favorite, lit et fait lire sur le thème de Yang Guifei, des waka et des kanshi, des poèmes japonais et des poèmes chinois. Ces alternances sont minutieusement notées par la romancière tout au long de son œuvre, et l'on voit qu'elles s'étendent à une infinité de sujets qui n'ont pas de rapport direct avec ce qui fait la haute culture de l'époque. Du moins, bien sûr, pas de rapport manifeste. Nous en avons ici un excellent exemple dans l'art de la physiognomonie, le so, n'est-ce pas, qu'on appelle aussi kanso. La romancière en présente un expert venu de la lointaine Corée dans un groupe, probablement une ambassade. C'est la conclusion de cet expert exotique qui est exposée avec le plus de détails. Mais on lit aussitôt après une phrase riche d'enseignements, ce verdict, je l'ai peut-être mis là, voilà. Ce verdict confirmait ce que l'empereur pensait lui-même, car il avait en sa sagesse, voyez, Kashikoki Migokoro, Ongokoro ni, il avait en sa sagesse eu recours à la physiognomonie japonaise qui lui avait déjà révélé la chose. Yamato so osete. Et vous voyez, alors, je ne vais pas entrer dans ces détails. Ici, Yamato est écrit avec le kanji Nimben, le wa, n'est-ce pas, le kanji, un caractère chinois qui est dépréciatif. C'est-à-dire ce sont les petits hommes, quasiment les nains. C'était le terme par lequel les sources chinoises anciennes désignaient le Japon. Évidemment, ça ne plaisait pas au Japon, et peu à peu, on voit tout au long de l'histoire de Heian, ce caractère wa échangé contre un autre qui se lit wa aussi en japonais, et dont la prononciation est entièrement différente en chinois, puisque c'est re, n'est-ce pas, le deuxième ton, qui veut dire l'harmonie, la voix, etc. Nous allons revenir là-dessus. Et selon les manuscrits, je vous ai donné ici un peu par plaisanterie ce kanji. Selon les manuscrits, c'est écrit aussi avec Daiwa, n'est-ce pas, Yamato. Donc, et il y a toute une histoire de la dialectique entre ces deux caractères, dont le caractère
positif s'impose peu à peu, et d'ailleurs à l'époque même de Murasaki Shikibu. Le Wakan no Eishu, dont je vous ai déjà parlé, le Wakan no Eishu instaure en quelque sorte, qui est daté de 1013, instaure en quelque sorte ce nouveau kanji qui ne sera jamais admis en Chine, vous pouvez bien l'imaginer. Ce n'est un kanji qu'à usage japonais, un caractère à usage japonais, mais il est très important. Donc il avait eu déjà recours à la physiognoménie japonaise qui lui avait déjà donné la chose. Mais si vous voulez, en son fort intérieur, l'empereur était déjà convaincu, il le savait par le Yamato-so, mais la science internationale vient renforcer le sujet. Alors ne me demandez pas ce qu'est le Yamato-so, personne n'en sait rien. Est-ce que ça veut dire qu'il a consulté des experts japonais, mais qui travaillent selon les mêmes principes? Est-ce qu'il y aurait une technique physiognomiste? Enfin, ça, on n'en sait absolument rien pour l'instant. En tout cas, on voit les deux concepts liés par un troisième concept, celui de science, de savoir-faire, zae, n'est-ce pas, dans la seconde citation, à la première ligne, au milieu de la première ligne, vous avez zai, qu'on lit zae à l'époque, et qui est aussi qui annonce tout ce qui est, disons, culture contre nature profonde du Japon. C'est donc ce qui vient de l'étranger. Et c'est souvent marqué avec karazae, n'est-ce pas, le savoir-faire, le know-how chinois ou continental, par opposition au Yamato Damashi, bien sûr, à l'âme japonaise. Ici, le contexte montre bien qu'il s'agit d'échanges littéraires en chinois classique, avec la délégation coréenne. Et c'est là d'ailleurs que le jeune Genji fait ses premiers pas. Mais l'on voit dans les premiers pas du petit Genji qui va faire des petits poèmes chinois avec les Coréens, se déployer les deux dimensions de la vie intellectuelle japonaise. En définitive, la science continentale, Corée et Chine, ne fait que confirmer ce que l'on savait déjà par l'intuition japonaise. Mais arrêtons-nous ici sur une délicieuse scène du chapitre 2 du Genji, le Hahakigi, l'arbre balai, ce qui n'est pas très joli. Donc c'est un arbre qui avait la réputation de disparaître lorsque l'on s'approchait de lui. C'est pour ça que je préférerais l'appeler l'arbre mirage, si vous voulez. Donc ce Hahakigi ou Hawakigi va illustrer de nouveau cette dialectique du Wakan, sous une forme subtile, comme toujours avec notre romancière. Et c'est quelque chose que personne n'a vu, semble-t-il. Genji, dans ce chapitre 2, il y a une scène très célèbre, donc Genji et quelques-uns de ses compagnons sont confinés dans une salle du palais pour des raisons d'interdit religieux. Tout le monde s'ennuie ferme, et l'on s'évertue à tuer le temps en discutant de choses fondamentales, des femmes en particulier. La scène est décrite de main de maître. On peut voir un trait d'humour propre à Murasaki Shikibu lorsque la discussion en arrivant à l'infidélité féminine, abordée par l'un des intéressés, elle décrit le prince s'assoupissant dans un coin sans plus participer. C'est un détail important, vous allez le voir aussi. Et le Tono Chujo, donc le commandant en chef, c'est ainsi qu'on le traduit, beau-frère du prince, qui rivalise souvent avec lui dans les conquêtes amoureuses, se laisse aller à une comparaison entre les manifestations de l'amour chez une femme avec trois formes d'art ou d'artisanat, celui du charpentier, du calligraphe et aussi, ce qui nous intéresse ici au milieu, celui du peintre. Voulant expliquer que le plus sincère est dans les détails, il fait ici le départ entre deux formes de peinture, l'imaginaire et la réaliste. Voici ce qu'il nous dit de la première. Je vous traduis, c'est ma traduction cette fois. Malgré le grand nombre d'habiles connaisseurs, oui, non, tout ce que je vous ai traduit, c'est de ma traduction. Simplement, je donne parfois des titres donnés par Cipher qui sont très très bien. Alors, malgré le grand nombre d'habiles connaisseurs au bureau de la peinture, pour qui doit être choisi pour un dessin à l'encre, on ne décidera pas sans peine le talent supérieur ou inférieur de chacun. Et cependant, les monts des îles Fortunées, vous voyez, c'est la 4e ligne, Horai no Yama, le mont des îles Fortunées, qui nous sont invisibles, les figures katachi, des monstres marins déchaînés au milieu des tempêtes,
c'est les katachi, Sugata d'abord, ensuite katachi, n'est-ce pas? Les figures des monstres marins déchaînés au milieu des tempêtes, les formes sauvages des fauves du pays de Kate, de Kala, c'est-à-dire de la Chine, le faciès des démons que nul n'a vu, toutes ces horrifiques créatures laissées au gré de l'esprit nous remplissent un temps d'étonnement. Bien qu'elles ne ressemblent à rien de réel, après tout, elles pourraient être comme cela, Sate Arinu Beshi, quitte à imaginer des choses, n'est-ce pas? Autant le faire que comme ces peintres le font. Voilà pour ce qui est de l'imaginaire. Un imaginaire chinois, cela va sans dire. Et nous retrouvons ici, avec la mention des îles Fortunées, Horai no Yama, une nouvelle allusion au chant de l'éternel regret. Vous vous en souvenez, Yang Guifei, l'âme de Yang Guifei réside aux îles Fortunées. Ici donc, comme en passant, nous avons l'une des raisons de la neutralisation de la partie taoïste de ce poème. Elle n'est en effet que cela et pas plus, un thème poétique, on ne peut plus pittoresque, mais qui n'apporte rien au propos de la romancière. Elle entend décrire non pas le réel du point de vue ontologique, mais notre réel familier, qui n'est pas réel, c'est le phénoménal, mais c'est enfin, quand je dis notre, c'est le Japon, n'est-ce pas? Alors, toute cette partie fantastique est donc attribuée au pays de Kara, Karakuni, qui peut désigner la Chine ou la Corée selon les caractères employés. Quand c'est écrit avec To no Kuni, Tokoku, c'est la Chine. Quand c'est écrit avec Kan, le Kan de Kankoku, c'est la Corée. On remarque l'emploi de mots descriptifs accompagnant Karakuni qui évoquent tous la violence, si vous regardez le texte. Vous avez Haraumi, la mer déchaînée, Hageshi, violent, Oni, le démon, n'est-ce pas, qu'il y a, le Odoro Odoroshi. Bien évidemment, Murasaki Shikibu prépare son effet et l'on voit bien ici en action son habileté littéraire redoutable. D'ailleurs, à propos d'habileté littéraire, je reviendrai peut-être tout à l'heure là-dessus, mais c'est quand le prince va s'assoupir et assoupit que le capitaine, le Tono Tsujo, comme en passant, donne la matière, inaugure ce qui va être l'un des fils narratifs les plus importants du Genji, la petite Murasaki, justement. Il dit, pourquoi quelqu'un ne tenterait pas de prendre une fille tout enfant pour l'élever à sa manière, pour en faire une compagne idéale? Ce n'est pas le Genji qui le dit, c'est quelqu'un qui le dit au moment où le Genji est en train de s'endormir. Mais c'est dès le 2e chapitre, vous avez le 5e et tout ce qui va suivre après. Donc, nous n'arrêterons pas ici à quelques coïncidences de vocabulaire qui donnent à penser que la romancière pouvait avoir en tête des passages scripturaires, notamment sur le Kegonkyo, n'est-ce pas, le sutra de l'ornement de splendeur. Enfin, c'est un peu trop compliqué. Mais nous passerons tout de suite à la seconde partie, bien contrastée, de l'argumentation. Et c'est là-dessus que je vous invite à méditer quelques instants. Alors, seconde partie, c'était Kara tout à l'heure. Ça commence par Yono Tsune, n'est-ce pas? Ce qui est courant dans notre monde, notre monde, le monde japonais que nous avons sous les yeux. Donc, je traduis en appuyant un peu. En revanche, dépeindre avec attention, Shizukani. Je vous dirai pourquoi, peut-être tout à l'heure, pourquoi traduire Shizukani par attention et pas paisiblement. Mais évidemment, le sens de paisible y est. Tranquillement, on pourrait dire, oui, tranquillement, après tout. En français moderne, ça passe aussi. Dépeindre avec attention, en les mêlant, l'allure des montagnes, les cours d'eau qui nous sont familiers. C'est ce Yonotsune ici. L'état des demeures que nous connaissons bien, authentiques d'apparence, qui remplissent de nostalgie tant elles sont paisibles d'aspect. Et ici, Yarawai Daru Kata, un mot très important dont personne n'a relevé l'importance. Paisible d'aspect, avec un paysage de collines dépourvu de danger, Tsukuyoka Naranu, couverte de profondes forêts qui s'étalent loin de nos lieux, et une haie vive, tout près. Un tel savoir-faire dans la disposition, l'artiste de talent y déploiera singulièrement sa maîtrise, tandis que le mauvais échouera la plupart du temps. Peindre le familier, voilà ce qui est difficile. Peindre des monstres imaginaires, c'est très facile. Tout ce vocabulaire utilisé pour décrire les paysages familiers du Japon à l'encontre des visions hallucinées de la Chine est soigneusement choisi pour donner une impression de douceur, d'apprivoiser, de repos de l'esprit. Il est plus facile de dépeindre des vues fantasmagoriques que l'univers familier de la réalité phénoménale qui est celle des Japonais.
Mais, dira-t-on, rien n'indique qu'il s'agisse du Japon, à part peut-être Yonotsune, qui implique l'environnement habituel, Yonotsune, l'ordinaire. Et pourtant, si, il y a quelque chose. Il faut contraster le Karakuni no Hageshiki Katachi que nous avons vu tout à l'heure avec ici Yawarai Daru Katachi, que vous voyez à la troisième ligne. Ça s'oppose terme à terme. Et c'est dans le verbe yawaragu que se cache wa, le yamato. Ce verbe qui signifie adoucir, s'adoucir, faciliter pour la compréhension et donc traduire en japonais, faisant coïncider les sens du caractère chinois wa en leurs diverses dimensions. C'est bien le verbe yawaragu qui répond au karakuni, la violence chinoise, la douceur japonaise. Dans ce passage, donc, le parallèle wa-kan est encrypté, mais de façon tout à fait lisible pour qui est un peu attentif. Yawaragu, c'est wa. Le rappel de loin en loin, tout au long du roman, de ce parallèle, qui se manifeste aussi au travers des poèmes japonais transposant des sources chinoises, ainsi que nous allons le voir dans un instant, constitue aussi une trame de lecture du roman, une invitation permanente à la transposition entre les deux dimensions langagières. Nous n'oublierons donc pas que le terme yawaragu signifie adoucir, traduire et japoniser, pour aborder cette dernière partie que j'essaierai de faire la plus brève possible. C'est en effet le verbe yawaragu qu'utilise Jien 2 siècles plus tard pour exprimer l'acte poétique qu'il accomplit dans ses poèmes japonais à thème bouddhique composés sur des citations du Sutra du Lotus. Littéralement, il en adoucit le sens chinois en japonais. Mais que cette opération de glissement de sens soit déjà sciemment accomplie par Murasaki Shikibu, tout comme le fera plus tard Jien, dans les poèmes de son roman, nous pouvons nous en rendre compte en lisant attentivement quelques scènes où nous la voyons mettre en œuvre à la fois son talent de romancière, dans le rapport qu'elle établit entre ses personnages, ses connaissances scripturaires et son intention profonde, telle que nous avons cru pouvoir la définir, celle de présenter la vie du Genji comme celle d'un Bouddha de perdition, égaré dans la voie impensable Omowanu Michi, n'est-ce pas, ou le Omowanu Yama, où il s'est laissé guider par ses passions. Comme c'est un épisode sur lequel j'ai publié par ailleurs, je ne reprendrai ici que les poèmes du chapitre 5, Waka Murasaki, tant ils sont marquants, sans trop insister sur le contexte. Rappelons seulement que c'est le chapitre où le Genji fait la rencontre de la fillette de 10 ans environ, dont il fera plus tard sa compagne, dans des circonstances paraissant ignominieuses à la sensibilité japonaise, à la sensibilité moderne, et pas japonaise, mais moderne, n'est-ce pas ? On a un projet esquissé, donc comme nous venons de le voir, dès le chapitre 2 du Genji. Ce qui, entre parenthèses, me fait dire que l'ordre des chapitres que nous avons, contrairement à beaucoup d'hypothèses très ingénieusement étayées par des chercheurs japonais et américains, sur lesquels l'ordre des chapitres, des premiers chapitres a été bouleversé et qu'il faudrait les remettre dans un certain ordre, je ne pense pas. On voit bien ici que c'est ce chapitre 2 est bien à sa place. Donc, il faut insister sur le fait que ce chapitre décisif dans ce qui est pour nous la voie de la déchéance morale du Genji, se déroule essentiellement dans un temple des monts du Nord, le Kitanoyama, qui peut être le Kuramadera, donc le Kongo Jumyo-in dans le nord de Tokyo. Il a appartenu aux écoles Shingon puis Tendai, mais l'arrière-plan de la scène du Genji du chapitre 5 montre sans ambiguïté que nous sommes dans un contexte non seulement Tendai, mais lotusien. C'est une scène qui est entièrement rythmée par la récitation du Sutra du Lotus qu'on entend dans le lointain en réalité. Le prince y est allé pour se guérir d'une crise de malaria grâce au pouvoir d'un thaumaturge, Hijiri. Je ne reviens pas là-dessus. C'est en se promenant pendant que le saint homme accomplit son rituel qu'il découvre la fillette comparée à la fille du roi des dragons, un autre élément lotusien que nous avons vu déjà. Lorsque le cycle rituel est achevé et que le prince guéri doit rentrer à la capitale, une réunion de libation et d'adieu réunit 3 protagonistes. Le prince radieux, le Hikaru Genji, le préfet monacal, Sozu, et l'ermite thaumaturge, qui n'est pas nommé. Chacun y va de son poème. Mais ce qui nous intéresse ici au premier chef est la gradation éloquente de ces 3 poèmes qui vont du terrestre au céleste. Mais cette gradation n'est compréhensible que si on se rend compte que l'on passe dans une autre dimension. La dimension
terrestre est donné par le prince lui-même. Et ça, c'est très intéressant, n'est-ce pas? Le poème le plus au ras des pâquerettes, j'oserais dire, est donné par le Genji lui-même. Ce ne sont pas les pâquerettes, ce sont les fleurs de cerisier. Et voici ce qu'il dit, n'est-ce pas? Je vous laisse lire en japonais. Aux gens du palais, je les décrirai. Yukite Kataram, les cerisiers sauvages. Que devançant les vents, ils viennent les voir, avant que les vents ne les dispersent. Ces cerisiers des montagnes qui valent le coup d'œil. Donc, c'est une incitation au tourisme. Donc, aux gens du palais, je les décrirai, les cerisiers sauvages. Que devançant les vents, ils viennent les voir. Ce petit poème est bien sûr délicieux et parfaitement innocent. Le prince, devant rentrer à la capitale sur convocation impériale, décrira les beautés terrestres du temple à ses amis de la cour. Le préfet monacal, le Sozu, lui, monte d'un degré dans l'ordre spirituel en comparant la beauté rayonnante du prince, que tout le monde constate, n'est-ce pas, un avènement miraculeux. Et quel avènement? Udongen, Udongeno. Udon no hana, Udonbara no hana. Je vous laisse le lire. Avec l'impression, Kokochishite, avec l'impression d'avoir obtenu, alors je traduis parce que Machi etaru, j'ai attendu et je l'ai obtenu. Avec l'impression d'avoir obtenu la fleur si attendue de l'Udumbara, c'est un terme sanskrit, plus jamais mes regards ne tourneraient vers les cerisiers sauvages. Qu'est-ce que les cerisiers sauvages maintenant que je vous ai vu? Cette fleur mythique en Chine, mais qui dénote en sanskrit une espèce de figuier indien, est censée fleurir une fois tous les 3000 ans. Et elle annonce l'avènement d'un souverain de l'orbe, n'est-ce pas, un Tennin Shō, c'est-à-dire, encore une fois, vous voyez un rappel de cette prophétie, de cette annonce que nous avons vue sous-entendue au début. S'annonce donc l'apparition d'un souverain de l'orbe ou d'un Bouddha, exprime la perception qu'ont du Genji les gens qui l'entourent et le rencontrent. La mention de l'Udumbara nous plonge évidemment dans l'atmosphère des sutras, et spécialement du sutra du lotus. C'est-à-dire que nous avons quitté ici la dimension terrestre, phénoménale du monde, tel que le décrivait le poème du prince. Ce n'est donc qu'à la lumière de ce poème médian qui nous introduit au troisième poème, dont nous ne comprendrions pas le sens si nous n'avions pas ce poème de saut, en quelque sorte, de tremplin pour aller au troisième. Et on peut lire le troisième qu'à cette lumière-là. Donc ce n'est qu'à la lumière de ce poème médian que l'on peut comprendre correctement le poème qui vient en troisième et dernier lieu, celui du Hijiri, qui jouit de pouvoirs de discernement autrement importants que le préfet monacal. Or, que nous dit-il? Voici, au fond des montagnes, Okuyamano, ouvrant pour une fois si rare, c'est Mareni Akete, n'est-ce pas? Offrant pour une fois si rare ma porte de sapin, Matsunoto, mais aussi Matsu, c'est l'attente. Attendre. Tout à l'heure, nous avons vu Machi etaru, n'est-ce pas? Que j'attendais et que j'ai obtenu après l'avoir attendu. Et il y a Matsu, c'est le sapin, mais Matsu, j'attends. Donc, ouvrant pour une fois si rare ma porte de sapin, la porte de mon attente, d'une fleur jamais vue encore, je contemple le visage. Bon, ça voudrait dire vous avez une belle tête, si on le lit comme ça. Mais le jeu de mots sur Matsu, dans un contexte bouddhique, renforcé par la mention de l'Udumbara, donc l'attente de la révélation d'un Bouddha, ou bien même du message du Sutra du Lotus, mais bien sûr la barre très haut. C'est à partir de ce deuxième poème que l'on doit le lire ici. Et je puis montrer que le Hijiri fait en réalité allusion au chapitre 11 du Sutra du Lotus, la vision de la pagode de matière précieuse, c'est-à-dire le Ken Hodobon, n'est-ce pas, la vision de la matière de la pagode de trésors qui monte dans l'espace. Et donc à la grandiose vision des deux Bouddhas dans une même pagode, le Bouddha main trésor, c'est pas Taho Nyorai, et le Bouddha Shakyamuni qui vient le rejoindre, qui ouvre la porte de la pagode et qui entre. To o hiraku, c'est ça, n'est-ce pas? Il ouvre la porte. Et cette allusion est comprise par la mention de l'ouverture de la porte.
c'est un moine, c'est un préfet monacal qui est là. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est rompu à la scolastique Tendai. Il comprend tout de suite, c'est pas besoin de lui faire un dessin. Il connaît le Sutra du Lotus. Il a parlé de l'Udumbala, donc il voit tout cela. Et c'est immédiatement compréhensible. Mais pour ceux qui ne comprennent pas immédiatement, cette interprétation est renforcée par le fait que, vous vous souvenez de Senshin Naishin-no, l'espèce de patronne ou voire de rivale de Murasaki Shikibu, la grande poétesse, la première à avoir fait des poèmes sur le Sutra du Lotus. À l'époque, elle est contemporaine de Murasaki Shikibu. Et je vous rappelle qu'une légende tenace voudrait que ce soit sur la demande de Senshin Naishin-no que Murasaki Shikibu ait fait le Genji. Ce que je ne crois pas, mais en tout cas, qu'il y ait des relations entre les deux, je vous le montre un instant, et je voudrais peut-être le démontrer la prochaine fois aussi, tout au début. Donc cette interprétation est renforcée par ce passage, ce poème japonais fait par Senshin Naishin-no sur ce passage même du Sutra du Lotus, n'est-ce pas ? Le Bouddha Shakyamuni, utilisant un doigt de la main droite, ouvre la porte de la pagode aux 7 joyaux, d'où il sort en faisant un son immense, n'est-ce pas ? Et voici ce que dit Senshin Naishin-no. La porte de joyaux, Tama no to wo hiraki shitoki. Quand elle fut ouverte, je n'y étais point. Dans la nuit sans aube, me faut-il donc errer ? Il y a une quantité de choses qu'on retrouverait dans le Genji ici, mais je donne simplement cela, cette chose essentielle. C'est dire que le contraste entre la porte de sapin du pauvre ermite, Matsunoto, et la porte de joyaux du stupa, Tamanoto, dans le ciel, permettent de déboucher, vous voyez que c'est en parallèle, permettent de déboucher sur la même vision extraordinaire d'un être d'exception. Sauf que Senshin Naishin-no ne le voit pas, cet être. Elle n'a pas été dans le ciel avec le Bouddha, tandis que l'ermite s'y croit. Au moment même où le Genji est ainsi perçu par ceux-là même dont l'expérience des hommes devrait les mettre à l'abri de telles fautes de jugement, le Genji médite l'un de ses pires actes d'immoralité, puisqu'il va enlever la petite Murasaki, il va l'enlever, c'est quasiment un rapt, avant ou plus tard de ce qu'on pourrait appeler la violer, n'est-ce pas, bien que ce soit extrêmement décrit de façon extrêmement pudique, mais ça revient à ça. Donc, vous voyez qu'il se fait traiter de Bouddha, en quelque sorte, au moment même où il fait quelque chose de très répréhensible. Il s'agit, et pas compréhensible non plus, enfin, il s'agit bien d'un contre-éveillé, d'un contre-Bouddha. Non pas qu'il soit décrit comme un personnage méphistophélique, mais tout simplement comme un être infiniment humain, ce qui fait tout son tragique. Et je vous remercie pour aujourd'hui, nous continuerons la prochaine fois sur ce thème.